La colonisation. Il est aisé de croire qu'il s'agit d'un territoire occupé, là-bas, loin de chez nous. Mais la colonisation, c'est aussi un territoire occupé en nous. Un territoire déserté, hanté, brumeux. Le tonnerre gronde sur une forêt envahie de brume. Un soldat allemand inconnu s'enfuit. Tout autour de lui, il voit apparaître terrifié d'étranges silhouettes qui l'observent. Le soldat parvient à sortir de la forêt. À présent, le soldat inconnu est alité. Il délire. Autour de lui, un médecin et un général allemand. Ils tiennent des propos mystérieux à son sujet. Le général ne souhaite pas que cette affaire s'ébruite. La zone doit être interdite. Le lieutenant Eugène Malbrune, du 3e régiment mixte de tirailleurs algériens, s'est réveillé dans un camp de prisonniers allemands. Il avait perdu la mémoire. Jeune homme issu d'une grande famille de colons algériens, Eugène a le sentiment qu'en perdant ses souvenirs, c'est son identité qu'il perd. La seule chose qui le lie encore à son passé est une lettre mystérieuse signée de son frère. Dans sa lettre, son frère lui reproche son départ et son silence. Ainsi, Eugène cherche-t-il à couper les ponts ? Eugène n'a aucun souvenir. Eugène n'a plus qu'une idée en tête, s'évader du camp. Le sergent Jacques Descamps, un homme brut et puissant, est prêt à tout pour venir en aide à Eugène, auquel il voue une admiration sans bornes. Dans le camp de prisonniers se trouve un laboratoire dans lequel les soldats issus des colonies françaises font l'objet de diverses études anthropologiques. C'est en passant par ce laboratoire qu'Eugène parvient à s'évader avec 3 de ses hommes, le sergent, Areski et Messaoud. Ils prennent en otage le directeur du laboratoire, le professeur Heidel. Eugène et ses hommes parviennent à fuir et se retrouvent à la lisière d'une forêt. L'histoire aurait pu s'arrêter là, s'il n'y avait eu cet étrange brouillard qui a pris possession de la forêt. Poursuivis par les Allemands, ils n'ont pas le choix et pénètrent dans le brouillard qui semble se refermer sur eux. Ils comprennent vite qu'ils ne peuvent plus en sortir. Chaque fois qu'ils tentent de le traverser, ils se retrouvent à nouveau dans la forêt, comme si le brouillard ne voulait pas les laisser sortir. Eugène et ses hommes découvrent une source d'eau, mais bientôt, ils réalisent que toute forme de vie animale a déserté la forêt. Seuls les arbres s'y dressent à perte de vue, témoins silencieux d'un phénomène inexpliqué. Les hommes établissent leur camp de base dans une clairière où ils découvrent un camion en parfait état de marche, étrangement abandonné par les Allemands. Messaoud est un paysan berbère analphabète. Fin connaisseur de la nature, il craint l'aspect surnaturel de la forêt. Pourtant, il fait tout pour rassurer son ami Areski, un jeune homme très instruit et idéaliste.
Areski est convaincu qu'en prouvant leur bravoure dans cette guerre, les Algériens obtiendront la pleine citoyenneté à laquelle ils aspirent. Médecin anthropologue, le professeur Heidel est un érudit fasciné par les cultures africaines. Il les tient néanmoins pour inférieures et est convaincu que la colonisation constitue une œuvre civilisatrice. Heidel leur livre des informations inquiétantes sur la forêt. Depuis son apparition, ce brouillard est une véritable énigme pour les scientifiques. La cause de ce phénomène est inconnue. Les observations montrent que le brouillard se dissipe de temps à autre, mais on ne sait à quel moment ni pour quelle raison. Une troupe a été envoyée en reconnaissance, un seul homme est revenu. Mais ses propos ont été jugés trop incohérents pour être divulgués. Les hommes sentent qu'ils ne sont pas seuls dans cette forêt. Mais quelle est cette présence ? Les jours passent et les hommes faiblissent. Ils n'ont rien à manger. Peu à peu, la faim devient une obsession. Le sergent est déterminé à tout faire pour survivre, et même à sacrifier une vie humaine. Il essaye de persuader Eugène de manger de la chair humaine. Qui doit survivre ? Qui mérite de survivre ? Une lutte s'engage entre les hommes. La hiérarchie militaire, jusque-là préservée, s'effondre. Les instincts primaires se mêlent aux idéologies racistes. La folie guette les hommes. Tourmenté par son amnésie, ne sachant plus vraiment qui il est, et très affaibli, c'est pourtant Eugène qui devra prendre la décision fatidique. Le sang est versé. C'est peut-être à cause de cette action immorale que la porte de l'au-delà s'est ouverte. Les uns après les autres, les morts se réveillent. Une pluie diluvienne s'abat sur la forêt et dissipe peu à peu le brouillard. Les hommes ont enfin une chance de sortir de la forêt. Mais qui aura la force de surmonter sa peur pour affronter les esprits et surtout sa propre conscience ? Bonjour Sabrina. On est en Bonjour conversation chat. Skype parce que tu n'as pas pu venir à Paris, tu es bloqué, on comprend parfaitement Ouais. en vue de ce qui se passe en ce moment. Donc on va faire ce question-réponse sur Skype, ce sera également le cas de Bruno Lejean qui est aussi bloqué. On a vu ton pitch, on t'a vu raconter l'histoire du rapport Malbrune. On en est où au niveau des versions ? J'ai vu que c'est ce que tu nous as raconté, l'histoire change par rapport à la version qu'on avait lue l'année dernière à Valence. Pourquoi et où est-ce qu'on en est ? Est-ce que tu es arrivé à une fin ? Où est-ce que tu en es ? Bah écoute, je suis pas arrivée à une fin. Je suis arrivée à une version que j'aime bien et dans laquelle je pense que j'ai tous mes ingrédients. Et maintenant, je pense que l'idée, ça va être d'approfondir les choses. Mais ce que j'aime bien dans cette version-là, c'est que en fait, le traitement que je vous ai envoyé à Valence était très impulsif. Il a été écrit comme ça d'une traite. Et finalement, la période, la pandémie m'a permis de, comme tout le monde, de mettre le pied sur le ralentisseur et de se poser des questions, etc. Et finalement, de me recentrer. Et donc, j'avais beaucoup de choses, je pense, dans la version que j'avais envoyée à Valence. Et dans cette version-là, ça se ressent beaucoup sur l'idée de faire une métaphore de la colonisation à travers une histoire qui soit avant tout une histoire d'action, une histoire haletante. Et que le côté un peu que la réflexion
politique ou philosophique soit en arrière-plan. Donc c'est ça que j'ai voulu développer. Et en fait, en travaillant, en réécrivant, je me suis rendu compte que j'avais une composante plus fantastique qui émergeait de soi-même et que j'ai voulu creuser. Et ce que j'ai fait aussi entre la dernière version que tu avais lue, qui date d'il y a presque un an, et cette version-là, c'est que je me suis énormément documentée pour aussi renforcer le setting historique, pour comprendre aussi ces personnages. Parce que finalement, c'est un peu ça l'enjeu du film, c'est d'essayer de comprendre des gens qui vivaient dans une normalité qui est différente de la nôtre. Et d'essayer de comprendre comment on a pu se comporter de manière qu'après on juge moralement positive ou négative, mais d'essayer de retrouver ce paysage émotionnel, philosophique, intellectuel, politique de l'époque. Et donc aujourd'hui... Ouais. Et juste... Non, pardon, je te laisse finir, excuse-moi. Bon, voilà, mais en fait, là actuellement, ce que j'ai, c'est un traitement. J'ai pas de continuité de dialoguer parce que je pense que j'ai encore du travail un peu en dramaturgie et de bien, de bien approfondir aussi l'aspect fantastique de mon projet. Et en fait, j'ai très envie de commencer à intégrer d'autres personnes dans mon projet au stade du traitement. C'est quelque chose que j'en ressens le besoin aussi par rapport à mes expériences passées sur mon autre film, sur mon court-métrage de fiction. Voilà. D'accord, c'est bien, c'est un appel au moins franc. Et tu nous parles de dimension philosophique, dimension politique, dimension fantastique. Qu'est-ce que tu voulais nous raconter quand tu as écrit cette histoire? Pourquoi ce film, selon toi, devait exister quand tu as écrit cette histoire? Moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, on a du mal à s'approprier les pages les plus sombres de notre histoire. Et en particulier en ce qui concerne la colonisation, mais ça peut être aussi l'esclavage. Et tout le rapport, je veux dire, entre la France et l'Algérie, il est quand même très, très trouble encore aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est très dommage, en fait, pour tout le monde. Et parfois, on a le sentiment, moi, en tout cas, je le perçois comme ça, le sentiment que ce serait aux enfants d'immigrés de creuser cette question, alors que moi, même si c'est mon cas, en l'occurrence, je suis enfant d'immigrés algériens, mais je pense que les pages sombres de notre histoire, elles sont une grande richesse, une ressource, en fait, pour se développer, pour se déployer. Et pour faire une analogie un peu simple, quand on va chez le psy, on lui raconte pas les moments heureux, on lui raconte pas tout ce qui va bien, on lui raconte tout ce qui va mal, et dans l'espoir en fait d'aller mieux. Et souvent il y a des changements qui sont extraordinaires quand on fait une psychothérapie. Donc je pense que c'est un des rôles du cinéma, c'est de s'approprier ces pages sombres sans jeter la pierre ou en faire un exercice de flagellation. Et comme je disais la dernière fois, je trouve que les Américains le font très bien et que voilà, ils arrivent à creuser. Il y a des films qui sont grand public et qui parlent de l'esclavage et qui parlent de l'extermination, le génocide d'Amérique, qui parlent de la guerre au Vietnam. Et je trouve que dans ces films-là, il y a un effort de réflexion sur soi qui est fait, avec vraiment des questions politiques profondes sur les institutions, sur les valeurs. Et en même temps, il y a vraiment un effort pour rendre ces sujets-là intéressants par des histoires. Ça passe par des personnages qui sont plus grands que nature et tout. Et pour répondre concrètement à ta question, moi, je pense que mon film parle d'un thème qui est le thème de la colonisation, mais au-delà du prisme de la guerre d'Algérie. Et il essaie d'en parler de manière ludique, en fait, en essayant de créer une histoire avec des personnages très forts et en même temps, je pense, en faisant une fusion des genres, un peu genre film de guerre ou film historique, avec quelque chose de plus fantastique, je pense que c'est aussi très, très libérateur. C'est-à-dire que je demande aux gens de jouer un jeu avec moi. J'ai pas envie de demander aux spectateurs... J'ai pas envie de faire la leçon, en fait, mais plus que le film soit un moment où on puisse s'amuser à se faire peur, comme tout film d'épouvante, parce que mon film va un peu dans la direction de film d'épouvante, s'amuser à se faire peur, tout en apprenant des choses
et en se posant des questions qui sont en définitive des questions aussi morales. Voilà, donc je pense que mon film a cet intérêt-là. Voilà. Mais justement, ce que je voulais préciser, et c'est ce que tu dis, mais pour le résumer, c'est que malgré la noblesse et l'importance des sujets dont tu traites, ils prennent jamais le pas sur ton histoire. C'est que ça reste un scénario et ça reste un film où le plus important est une histoire et la trame. Et c'est ça le plus important dans ton scénario. Et jamais ton sujet va prendre le dessus. Le plus important est ton histoire parce qu'elle existe et elle est là. Tu es réalisatrice aussi. J'espère également, comme j'ai dit aux autres, si tu as des liens de choses que tu peux nous montrer, qu'on intégrera sous la vidéo, qu'on puisse voir notamment ton court-métrage qu'on avait adoré ici à Valence. Si on pourra mettre les liens, ça sera formidable. Quelles sont tes intentions de réalisatrice? Quelle est la couleur que tu veux nous apporter sur ce film? Bah, moi, j'aimerais bien faire un film qui soit, ouais, comme je disais la dernière fois, avec un traitement assez, assez subtil, assez simple. Je veux vraiment mettre en avant l'histoire et l'univers. Et moi, j'aime bien les films d'épouvante un peu à l'ancienne déjà. Par exemple, il y a une chose qui m'a toujours marquée, c'est le fait que dans La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero, la première scène où on voit le premier mort-vivant, elle se passe de jour. Et c'est juste un type qui arrive comme ça et il n'y a rien de spectaculaire. Et pourtant, c'est terrifiant. Et moi, j'aime bien quand il y a une espèce d'effet d'angoisse qui est plus suggéré. C'est peut-être un peu old school, mais voilà. Du coup, j'imagine pas faire un film avec des grands effets, tout ça. Et je te citais aussi, j'aime bien les films de Kiyoshi Kurosawa parce que c'est des films d'épouvante et qui font assez peur. Et en même temps, c'est des films où il y a une espèce de simplicité dans la mise en scène et qui sont très, très en lien avec leur époque. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'un traitement simple, voire naturaliste, réaliste, avec des choses qui se passent et on se demande, mais ça pourrait se passer. Mes personnages, ils sont là, ils sont aux prises avec des forces qui les dépassent, qui sont d'abord les forces de la nature, et puis ensuite peut-être des forces beaucoup plus sombres, beaucoup plus occultes. Et j'aimerais bien qu'on soit en immersion avec eux. Et donc, voilà, une mise en scène dépouillée, un film économique. Et en plus, je pense que là, je vais un peu sur le sujet de la faisabilité. Je pense que c'est un film où on peut suggérer beaucoup de choses dans la tête du spectateur et recréer non seulement une époque, mais aussi un univers voilà, fantastique, avec pas beaucoup de moyens. Cette économie de moyens, à mon avis, elle sera au service du film, en fait. Très bien. Et pour conclure, tu es à la recherche d'un producteur. Quel serait pour toi le producteur idéal pour ce film? Bah, pour moi, ce serait un producteur qui aurait envie de relever ce challenge, parce que je pense que c'est quand même un challenge, qui aura envie de s'amuser aussi, et qui à la fois serait quelqu'un qui serait très intéressé par cette thématique, et qui en même temps aurait vraiment envie de donner ses lettres de noblesse aux films de genre, aux films d'épouvante, et à comprendre que dans ce cinéma-là, il y a quelque chose d'intelligent, il y a quelque chose, voilà, et aussi qui puisse, par ses moyens de producteur, en fait, ouvrir les portes à ce film pour que ce film puisse rencontrer son public. Donc moi, j'ai vraiment envie de quelqu'un, de rencontrer quelqu'un aussi qui me pousse, moi, hors peut-être de ma zone de confort, qui me pousse à déployer le potentiel de ce film et qui permette à ce film d'exister et de rencontrer son public. Parce que je suis sûre que je sais qu'en France, les gens attendent des cinémas peut-être un peu différents. Le message est passé. Merci Sabrina pour ces questions-réponses. Merci pour tout. Merci à toi. À très vite. Au revoir. À très vite.